sur les signaux et systèmes numériques. D'accord? Donc, on a terminé la partie analogique. D'accord? Signaux et systèmes analogiques. On a vu, on a traité les filtres analogiques. On a fait analyse et synthèse. Maintenant, on passe au traitement des signaux et systèmes numériques. D'accord? On va tout d'abord étudier quelques outils utilisés pour qu'on puisse faire la numérisation de ces signaux et systèmes. D'accord? Normalement, pour une partie déjà de ce cours, vous l'avez déjà faite en troisième année, d'accord, comme l'échantillonnage par exemple. Donc, c'est le sous-titre, c'est le premier sous-titre de ce chapitre, d'accord? Donc, pour la numérisation, il faut qu'on passe tout d'abord par une étape de numérisation qui est échantillonnage, d'accord? Échantillonnage des signaux. Alors, c'est quoi ce phénomène? D'accord? C'est quoi cet outil? D'accord? Qu'on utilise pour qu'on puisse numériser le signal. Donc, pour ici, pourquoi on passe à la numérisation des signaux? Quel est le but? D'accord? Donc, on passe par une petite introduction qui nous renseigne un peu pourquoi on fait cette numérisation. On passe de l'analogie vers le numérique. D'accord? Alors, introduction. Pour des raisons de simplicité, de précision, de stockage de l'information et de flexibilité. D'accord? Ici, c'est pour stocker les informations. Encore, pour avoir une précision, une bonne précision. D'accord? Encore, pour simplifier le système. Au lieu d'avoir un encombrement des composants électroniques, d'accord? On va faire ce qu'on appelle un programme. D'accord? Simplicité du système. Précision, c'est d'atteindre une très bonne précision et encore stockage de ce qui est fait de l'information et flexibilité, etc. Donc, un traitement numérique des signaux est possible et préférable. D'accord? Pour ces raisons-ci, donc, on est obligé, ou bien on préfère de passer à la numérisation des signaux. Donc, on utilise alors des convertisseurs analogiques et numériques. On utilise des systèmes qui fassent cette étape de numérisation de ce qu'on appelle passage de l'analogie vers le numérique en utilisant des convertisseurs analogiques numériques. D'accord? Et numérique analogique pour qu'on puisse retourner vers l'analogie après avoir numérisé et traité le signal. Pour pallier au processeur numérique les signaux analogiques d'entrée et de sortie. D'accord? Alors, parlons tout d'abord des signaux à échantillonner. D'accord? C'est tout ce que vous avez fait, le réglage échantillonné en troisième année. Donc, c'est quoi cette étape? De quoi il s'agit? En utilisant ici le domaine temporel, d'accord? Donc, ici, dans le domaine temporel, on essaye de découper le signal, d'accord, sous forme des valeurs qui sont, comment, discontinues. Donc, c'est un prélèvement des valeurs, d'accord, d'un pas régulier, d'accord? Donc, un signal échantillonné est une prise de valeur d'un signal analogique à des instants, d'accord? On fait un prélèvement des informations d'un tel signal à des instants régulièrement espacés de TE, d'accord? Ici, j'ai mon signal en rouge, c'est un signal continu, analogique. Donc, ici, je l'échantillonne, je le découpe, d'accord? Je prends des valeurs de telle sorte que ces valeurs soient d'un pas régulier, d'accord, espacées d'un pas régulier, qu'on appelle TE. Donc le TE, c'est l'espace ou bien la distance entre un échantillon ou bien une impulsion et l'autre, d'accord. Et si j'ai mon signal analogique, je l'ai découpé, d'accord, ici sous forme des valeurs qui sont ici espacées d'un pas régulier TE, d'accord. Et on le note X étoile de T. D'accord? Un signal échantillonné. Voilà donc ici sa notation mathématique X de T. Ici dans le domaine temporel continu, d'accord, X de T, T, elle est continue. On l'échantillonne, elle a subi un échantillonnage, elle devient X étoile de T. Donc veut dire un signal échantillonné. Ou bien X indice E de T. E veut dire échantillonné. Ou bien X NTE. D'accord, c'est des valeurs
XNTE. N est un entier, d'accord, allant de 0, 0, 1, 2, 3 à l'infini, d'accord. TE, ici, c'est un pas, d'accord, est une constante ici, donc ici, est un pas d'échantillonnage, d'accord. Donc, voilà les notations avec lesquelles on peut noter le signal échantillonné. X étoile de T, ou bien XE, X indice E de T, ou X NTE. N entier TE, pas d'échantillonnage. Je veux dire, ici, on calcule des valeurs, on prend des valeurs. Par exemple, si N égale à 0, X de 0, que vaut la valeur de X0, N égale à 1, que vaut la valeur XTE. TE est une valeur ici, ici il est constant, d'accord. X de TE, que vaut la valeur de ce signal à N, à 2 TE, à 3 TE, d'accord. Donc on calcule les valeurs de ce signal. C'est ce qu'on appelle signal échantillonné. Maintenant, la représentation ci-dessous, voilà, je vous donne ici des représentations, dans la modélisation d'un échantillonneur. Comment peut-on modéliser un échantillonneur? Sous forme d'un contact, d'un interrupteur, dont les TE et le temps mis pour se connecter, entre deux impulsions successives. Voilà, donc ce qui est ici échantillonneur. J'ai modélisé l'échantillonnage, d'accord, cette opération par un échantillonneur sous forme d'un interrupteur, d'accord, dont le TE et le temps mis pour se connecter, ou bien c'est le temps entre deux impulsions successives. D'accord. Elle se ferme, voilà une impulsion. Elle s'ouvre. Elle se ferme, hop, une impulsion. Ensuite, il s'ouvre, c'est 0. Elle se ferme, voilà, c'est une impulsion. Elle s'ouvre, c'est 0. Donc, voilà. Donc, ici, cette opération d'ouverture et de fermeture, donc, elle est comment? Elle est régulière par rapport à un pas TE. D'accord. S'ouvre, se ferme, elle s'ouvre et se ferme, voilà. Donc, voilà mon signal analogique. J'applique un échantillonnage, d'accord. Donc, voilà, donc, je l'ai mis sous forme d'un interrupteur, il s'ouvre, voilà une impulsion, il se ferme, voilà, c'est 0. Il se ferme, une impulsion deuxième, il s'ouvre, c'est 0, et ainsi de suite. De telle sorte que le temps mis entre l'ouverture et la fermeture, c'est TE. D'accord. Voilà comment on modélise l'opération d'échantillonnage. C'est par ce qu'on appelle un interrupteur, ici cadencé d'une période TE. D'accord. Donc voilà, c'est une modélisation d'un échantillonneur. C'est un interrupteur qui se ferme et s'ouvre régulièrement par rapport à TE. Maintenant, voilà, ici c'est tout ce que vous avez fait en troisième année. Je fais ici qu'un rappel. Donc, chaîne de conversion analogique numérique et numérique analogique. Comment peut-on numériser les signaux? D'accord. Quelles sont les étapes que peut subir un signal pour faire la numérisation? D'accord. Voilà, donc ici j'ai mon signal X de T. X de T, il est analogique, tout à fait analogique. D'accord. Donc, ça, on va le convertir vers le numérique. Donc, on doit ici mettre ce qu'on appelle un convertisseur analogique numérique à l'entrée. D'accord. Maintenant, à la sortie, je reçois ici des valeurs XNTE ou bien XN. C'est comme si ici j'ai normalisé le TE à 1. D'accord. C'est des valeurs. D'accord. XNTE. Donc, ici, le système numérique. Ici, c'est ce qu'on appelle quoi? Ici, c'est un système de numérisation. Et peut-être le processeur ici, calculateur. Donc, c'est le système de traitement numérique de signal. D'accord. Après la sortie, je vais recevoir le signal traité. YTN. D'accord. YTN. Ou bien YNTE. D'accord. Voilà mon signal traité. Mais mon signal, je dois l'utiliser à la sortie, donc dans le cas ici réel. Donc si j'ai mon système, je dois l'attaquer avec un signal analogique, d'accord. Donc un système de traitement, donc je traite mon signal, d'accord. Le signal de commande, il doit être ici analogique, d'accord. Je dois placer un autre convertisseur qui va convertir le signal de commande YTN numérique vers l'analogie. Donc c'est un convertisseur numérique analogique. Donc, il nous renvoie un signal analogique. D'accord. Ici, le processus de traitement, donc ici, comme vous le voyez,
Donc, pour la première conversion, donc ici, il y a ce qu'on appelle opération d'échantillonnage et quantification. D'accord? Pour le convertisseur analogique numérique, d'accord, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait échantillonnage et quantification. Elle rend le signal tout à fait discret. D'accord? On discrétise le signal en utilisant deux opérations qui sont quantification et échantillonnage. D'accord? Échantillonnage, ici, c'est la discrétisation en temps. D'accord? Quantification, c'est la discrétisation en amplitude. On rend complètement le signal numérique ou bien discret. D'accord? Pour le deuxième convertisseur numérique analogique, donc, qu'est-ce qu'il fait? Elle va remettre le signal à sa forme d'origine qui est continue. D'accord? Donc, on utilise ce qu'on appelle, tout à l'heure, donc on va voir de quoi il s'agit. D'accord? Donc, ici, elle va rendre le signal analogique, mais pas tout à fait analogique. Donc, on est obligé de placer ce qu'on appelle ici des systèmes de filtrage, d'accord, à la sortie et à l'entrée. D'accord? À l'entrée, on met ce qu'on appelle un pré-filtrage. D'accord? C'est ce qu'on appelle filtre d'interrepliement. D'accord? On utilise ici un pré-filtrage. D'accord? C'est ce qu'on appelle filtre d'interrepliement de notre signal. Après ici la numérisation. Et à la sortie, le signal ici restitué, il n'est pas tout à fait continu. D'accord? Donc on doit le filtrer pour avoir la forme ici, il continue ou bien analogique avec laquelle on peut quand même attaquer ici, notre système, d'accord? Donc, voilà ici pour le premier que je viens juste d'expliquer. Donc, le premier, donc j'ai mon signal X de T, elle va subir un échantillonnage. L'échantillonneur, je l'ai modélisé sous forme d'un contact, d'accord? Qui se ferme et s'ouvre régulièrement et nous donne des impulsions avec lesquelles on peut, donc ici, ou bien c'est ce qu'on appelle ici le signal découpé, d'accord? C'est une succession d'impulsions, donc c'est ce qu'on appelle découpage du signal d'un pas régulier, d'accord? On va recevoir à la sortie XE de T. Le signal est échantillonné, d'accord? Voilà pour le premier bloc. Il a échantillonné le signal X de T. Il est devenu XE de T ou bien X étoile de T. Ensuite, je dois le quantifier. Je dois encore l'échantillonner ou bien le discrétiser en amplitude. Ah, donc, deux opérations, échantillonnage et quantification, elles rendent le signal tout à fait numérique. XNTE ou bien, si le signal est tout à fait numérique, le TE est normalisé égal à 1. D'accord? Pour les signaux numériques, on normalise le pas d'échantillonnage à 1. Tout le temps, il est à 1. D'accord? Donc, il devient XN. Le N est un entier. X1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc, voilà. Ici, pour l'échantillonneur, qu'est-ce qu'elle fait? Ici, j'ai explicité ici le signal, ou bien ici le travail de l'échantillonneur. D'accord? Voilà le signal échantillonné en utilisant ce contact qui se ferme et s'ouvre régulièrement et nous donne des impulsions qui sont espacées d'un pas régulier TE. Voilà. J'ai mon signal analogique donné d'une manière continue. Elle est découpée, d'accord, par cet interrupteur. D'accord? Maintenant, la quantification, j'ai pris mon signal tel qu'il est, d'accord? D'accord? J'ai déjà il est échantillonné. Maintenant, si je limite les amplitudes, d'accord? Parce qu'on appelle un pas quantum d'un quantum, d'accord? Ici, limitation de l'amplitude, mais pour le temps, limitation dans le temps parce qu'on appelle échantillonnage. Mais limitation d'amplitude parce qu'on appelle limitation de l'amplitude. On essaye de découper l'amplitude du signal. Vous voyez que le signal, après la quantification et échantillonnage, d'accord? Après échantillonnage et quantification, comment il est? Elle est rendue sous forme de marche d'escalier, d'accord? Voilà, donc ici, c'est un signal, elle est comment? Elle est numérisée, quantifiée et échantillonnée. D'accord? Ce signal doit être maintenant traité par le système de traitement
calculateur, processeur, d'accord? Donc, il doit être traité. Ensuite, il renvoie le signal traité, d'accord? Le signal de sortie qui est le signal de commande avec lequel on attaque ou bien on excite notre système physique, d'accord? Donc, pour ce faire, donc on ne peut pas l'attaquer directement par ce signal numérique, donc on l'attaque avec un signal continu, d'accord? Je dois placer un convertisseur analogique numérique ici pour rendre le signal tout à fait analogique, Y de T, d'accord? Donc voilà, ce convertisseur, je l'ai modélisé sous forme de quoi? Par quoi? Donc voilà le signal numérique. Elle est rendue analogique en plaçant un convertisseur numérique analogique. Il est devenu XR, veut dire restitué ou bien reconstruit. D'accord? XR, X indice R de T, signal reconstruit. Donc voilà, j'ai modélisé ce convertisseur par ce qu'on appelle un BOS, bloqueur d'ordre zéro. D'accord? Donc ici, ce n'est qu'une modélisation mathématique, d'accord? Donc voilà par un BOS, bloqueur d'ordre zéro. Donc voilà comment on peut procéder à faire cette opération. Donc voilà, j'ai mon signal échantillonné, voilà. J'ai des impulsions qui sont espacées d'un pas TE. J'ai placé un CNA, d'accord, qui est bloqueur d'ordre zéro. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait son bloqueur? Et qu'est-ce qu'elle fait? Vous avez fait ça en troisième année. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc voilà, elle prend la valeur, la première valeur, elle la mémorise, d'accord? Donc ici, elle est à mémoire. Elle mémorise la première information, d'accord? Jusqu'à ce qu'il arrive à la deuxième. Hop. Donc, il tient en mémoire, d'accord? La deuxième valeur, hop, hop, jusqu'à l'arrivée de la deuxième. Donc, voilà, donc ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bloque ses impulsions. Elle les bloque et mémorise des valeurs numériques en mémoire, d'accord? Pour qu'elles soient de cette forme. Donc, on nous a donné une forme, comment elle est? Elle est sous forme des paliers, vous voyez. Donc, pour nous, on ne peut pas quand même attaquer ou bien commander notre signal avec ce type de signal, comment il est. Donc, il existe sous forme de palier, d'accord? Donc, on est obligé, ce signal reconstruit, on est obligé de le filtrer, d'accord? On est obligé de le filtrer pour éliminer ces pics, d'accord? On le filtre de telle sorte que ce signal soit proche de celui d'entrée, d'accord? Et c'est par exemple pour les signaux échantillonnés, si vous regardez bien pour la première forme, vous voyez, je peux lier entre ces valeurs, d'accord? Je peux lier entre ces valeurs. C'est comme si le nombre d'échantillons ici qui existe, ici, comment ils sont par rapport au pas d'échantillonnage. Ici, ce pas, elle est suffisant pour qu'on puisse reconstruire notre signal sous sa forme d'origine. D'accord? Mais si nous utilisons le BOS, le bloqueur, d'ordre zéro, pour qu'on puisse reconstruire ce signal, on nous a donné cette forme. D'accord? Sous forme de palier ou bien de marche d'escalier. D'accord? Donc, on doit le filtrer. D'accord? De telle sorte que la forme soit proche de celle d'origine. D'accord? On le filtre pour éliminer ces pics. D'accord? Donc voilà le signal reconstruit comme il est à travers un bloqueur d'ordre zéro. Donc de quoi il s'agit ce bloqueur? Voilà. Donc le bloqueur d'ordre zéro élabore quoi? Donc c'est une explication de tout ce qu'on vient de dire. Donc élabore un signal continu de sortie à partir des informations, d'accord, précédentes, d'accord, le signal X, K ou bien NTE qu'il reçoit aux instants d'échantillonnage, d'accord. Donc, son rôle, c'est quoi? Et de maintenir constante l'amplitude de l'échantillon prélevé tous les TE durant le temps nécessaire à sa conversion. D'accord? Il maintient cette valeur jusqu'à l'arrivée de deuxième. D'accord? Jusqu'à ce que le processus de traitement ou bien de conversion soit terminé. Et après, on place un filtrage, d'accord, de reconstruction pour revenir au continu. Et on reçoit Y de T.
Voilà ici mathématiquement comment peut-on modéliser le bloqueur d'ordre zéro. On a dit que le bloqueur bloque, elle bloque les valeurs, d'accord? Elle est sous forme ce qu'on appelle porte, d'accord? Elle donne cette forme. Entre une impulsion et l'être, ou bien un échantillon et l'autre, elle donne cette forme, d'accord? La forme d'une porte, d'accord? Donc, pour nous, en traitement de signal, nous connaissons bien la forme de cette porte, sa forme mathématique, d'accord? Donc, elle est à 1 entre 0 et TE, d'accord? Alors, la porte, cette porte, je peux la réaliser à base de quoi? À base d'échelons unités. Donc, on a fait ça déjà dans la première série de TD. Donc, le signal porte ou bien signal rectangulaire peut être réalisé à base de la somme de deux signaux de type échelon. D'accord? Donc, j'ai un signal échelon qui part de 0 à l'infini et un autre, comment il est? Qui part de TE à l'infini, mais inversé en amplitude. Il est décalé de TE inversé en amplitude. D'accord? Vous voyez ce qui est en pointillé. Vous voyez de 0 à l'infini. En pointillé, c'est le I de T. C'est le premier échelon qui démarre de 0 à l'infini. Le deuxième échelon, elle démarre de TE à l'infini, mais d'amplitude inversée. Vous voyez en pointillé vers le bas. D'accord? C'est pour cela, de TE à l'infini, la somme de deux échelons, elle est nulle. D'accord? Ça donne 0. Mais entre 0 et TE, j'ai 1 plus 0, ça donne 0. D'accord? Ah, ça donne 1. Donc voilà, donc c'est un signal porte ou bien rectangulaire localisé entre 0 et TE, d'amplitude 1. Donc voilà la modélisation mathématique d'un bloqueur d'ordre 0. Elle est donnée sous forme d'une porte, donc elle bloque des valeurs, d'accord? Entre des instants, donc TE, 2TE, 3TE, ainsi de suite, d'accord? Donc, on lui a donné une forme d'une porte. D'accord? Donc, voilà sa forme mathématique, c'est U de T moins U de T décalé de TE, moins TE, vers la droite. D'accord? Maintenant, dans le domaine fréquentiel, ce bloc d'ordre de 0, sa TL vaut combien? La TL d'un échelon unité. Vous avez fait ça? La TL d'un échelon unité. C'est 1 sur P. La TL d'un échelon unité décalée de TE égale la TL d'un échelon multiplié fois la TL de retard ou bien de décalage. D'accord? De décalage temporel qui est TE. Donc c'est expo moins P TE. C'est la TL de décalage TE. D'accord? C'est la TL de décalage d'un échelon décalé. Donc égale la TL d'un échelon qui est 1 sur P multiplié fois la TL de décalage qui est donné expo moins P fois ce décalage. D'accord? Donc voilà, on remet cette notation, la TL d'un Bose dans le domaine fréquentiel, ça donne 1 moins expo moins PTE sur P. Donc voilà la modélisation dans le domaine, pardon, la modélisation d'un bloqueur dans le domaine fréquentiel donc, est donnée par 1 moins expo moins PTE sur P dans le domaine temporel, donc il est modélisé sous forme d'une ici porte ou bien la somme de deux échelons et de T moins et de T moins TE. D'accord? Encore, comment peut-on modéliser ici le processus d'échantillonnage? Mathématiquement. Donc ici, mathématiquement, si vous avez fait ça en troisième année, donc l'opération mathématique associée à cette discrétisation revient à multiplier le signal d'entrée continu x de t par un peiné de Dirac. D'accord? C'est ce qu'on appelle un échantillonnage idéalisé. Voilà, j'ai mon signal x de t continu. Je l'ai multiplié fois un peiné de Dirac. D'accord? Qui est une succession d'impulsions de Dirac espacées d'un pas TE. D'accord?
Donc, chacune des valeurs, donc je multiplie ça fois ça, je vais avoir ce signal, d'accord? Un signal continu multiplié fois un penny de Dirac, ça a donné un signal échantillonné, d'accord? Donc voilà, xe de t, x indice e de t échantillonné, donc ça a donné x de t, donc j'ai le signal x de t multiplié fois un penny de Dirac, d'accord? Donc c'est une opération mathématique ou bien modélisation mathématique d'un signal échantillonné. D'accord? Donc, c'est sa multiplication. Donc, la multiplication d'un signal continu par un penny de Dirac, ça donne un signal échantillonné XE de T. D'accord? Donc, voilà les différentes ici modélisations appliquées pour un signal échantillonné. D'accord? Soit on modélise un échantillonneur par un contact, d'accord, qui se ferme et s'ouvre régulièrement, d'accord, d'un pâté E, ou bien c'est une multiplication d'un signal continu fois un penny de Dirac, ça donne un signal tout à fait échantillonné. D'accord? Donc voilà, maintenant, voilà toujours la forme mathématique. Donc x étoile de t, donc c'est le signal échantillonné, x indice e de t, ça donne x de t multiplié fois un penny de Dirac. Nous, le penny de Dirac, on le connaît bien, donc c'est une forme, si t est donné, ça se forme d'une somme. D'accord? C'est une somme des impulsions de Dirac. Ça donne quoi? Delta t moins 1TE. D'accord? C'est delta de t moins le décalage 1TE. Un entier, elle peut être, elle peut aller de 0 à l'infini. D'accord? N égale à 0, donc c'est l'impulsion à l'origine. N égale à 1, c'est une impulsion décalée de TE. N égale à 2 est notre impulsion décalée de TE. 3, donc c'est entre impulsion donc placée à 3TE et ainsi de suite. D'accord? Donc ici, vous voyez x étoile de t qui est égal x indice t de t. Donc c'est x de t multiplié fois, donc là voilà, c'est la notation mathématique d'un penny de Dirac, c'est une somme allant de moins l'infini à plus l'infini, delta de t moins nte. Et c'est le n allant de moins l'infini à plus l'infini, c'est le n. D'accord? Voilà ici, j'ai fait rentrer le x de t, je l'ai échantillonné, d'accord? Donc ici, c'est des valeurs. Donc c'est x nte, delta nte. Donc ici, à n égale 0, c'est x de 0 multiplié fois quoi? Delta de t. Donc c'est la valeur de x0 au point 0. X de te fois delta t moins te. Donc c'est la valeur de x de t au point te. D'accord? Donc c'est une modélisation mathématique d'un signal échantillonné, veut dire d'un signal x de t multiplié fois un penny de Dirac. Voilà sa forme mathématique. D'accord? En remplaçant le n, d'accord, on déduit la valeur de x de t échantillonné. Maintenant, voilà quelques exemples. On vous donne un signal échantillonné, d'accord, ou bien on effectue un échantillonnage d'un signal sinusoïdal, d'accord. Ici, vous voyez, échantillonnage dans le domaine temporel. J'ai pris un signal x de t dans le domaine temporel donné sous forme sinusoïdale, sinus oméga t, ou bien sinus de pi f0 t, avec oméga égale 2 pi f0. Oméga, c'est la pulsation propre du signal, d'accord. Alors, le signal échantillonné, ici, par rapport, je prends la fréquence d'échantillonnage ou bien la période d'échantillonnage par rapport à la période du signal. D'accord? Ici, FE, c'est la fréquence d'échantillonnage. Elle vaut combien? C'est 1 sur TE. C'est 1 sur le pas d'échantillonnage. D'accord? Ici, égale 8 fois la fréquence, ici, fondamentale du signal. Égale 8 fois F0. 8 fois la fréquence fondamentale du signal. Donc ici, comment peut-on faire cet échantillonnage? Ou bien que vaut le nombre d'échantillons sur une période? Voilà, ici j'ai pris une période et demie.
d'accord? J'ai mon signal tracé sur une période et demie, d'accord? Donc ici, je vous demande d'échantillonner sur une période le signal. Pour nous, on essaye de faire ici ce qu'on appelle une ici, équivalence, d'accord? J'ai quoi? Dans cette période, sur cette période, j'ai un nombre d'échantillons NE, d'accord? Un nombre d'échantillons NE placé sur ici des temps TE. J'ai à 0 TE, 1 TE, 3 TE, 4 TE, 5 TE, 6 TE, 7, 8 et ainsi de suite. D'accord? Donc ici, j'ai NETE, NETE, voilà, le nombre d'échantillons fois TE égale, vous voyez cette distance, nous regardons cette distance, égale quoi? Égale le nombre de périodes fois la période, la valeur de la période. D'accord? Égale le nombre de périodes fois la période. D'accord? Ici, j'ai le nombre de périodes, j'ai une période. Je vous ai demandé d'échantillonner sur une période. Donc, NP vaut 1. D'accord? NP vaut 1. Maintenant, j'ai T. Ici, c'est l'inverse de F0. Le T, c'est la période de signal. Elle vaut combien en secondes? Elle vaut combien? Cette valeur, cette distance, elle vaut combien? D'accord? Alors, on a mis, lorsqu'on échantillonne, on a le nombre d'échantillons fois TE égale le nombre de périodes fois la période, la valeur de la période. D'accord? Donc, cette égalité à connaître. D'accord? Alors, je remplace le TE. C'est l'inverse de FE. Nous connaissons le FE égale 8 fois F0, la période fondamentale de ce signal. D'accord? Et le T ici égale 1 plutôt égale 1 sur F0. D'accord? La période du signal analogique égale 1 sur F0. 1 sur sa période fondamentale. D'accord? Alors je remplace NE sur F0 qui est NETE. D'accord? J'ai remplacé le TE par 1 sur F0. Elle est devenue NE sur F0 égale NP fois TE qui est 1 sur F0. Pour nous, nous connaissons bien, il y a une relation qui lie FE et F0. D'accord? Donc, j'ai F0 ou bien FE égale 8 fois F0. Je remplace. Alors, je déduis le NE. Nous cherchons le nombre d'échantillons dans une période. D'accord? Alors, NE égale NP fois FE sur F0. Ici, NP, nombre de périodes, ici du signal analogique, on a pris une période. Donc, égal à 1. وش يبقى لنا FE sur F0. Le FE égale à 8 fois F0. Je remplace FE par 8 fois F0. F0 يروح مع F0 يبقى لي 8. Donc j'aurai quoi? NE égale 8 échantillons sur une période. J'ai 8 échantillons sur une période. 1, 2, 3. Vous voyez des points ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? J'ai 8 échantillons sur une période. Maintenant, si je prends que ces échantillons, est-ce que je peux reconstruire mon signal? Oui. Donc, à travers ces échantillons, j'ai pris que les échantillons, vous voyez. Donc, j'essaie de lier entre ces valeurs. Donc, je peux avoir une forme sinusoïdale. Donc, le nombre d'échantillons, il est suffisant pour qu'on puisse reconstruire le signal à sa forme analogique. Maintenant, je réduis encore la fréquence FE égale à 4 F0. Toujours, ici, j'échantillonne sur une période. Ici, c'est la même opération que vous allez suivre. NE égale NP fois FE sur F0. Avec le nombre de périodes ici égal à 1, on échantillonne sur une période notre signal. Donc voilà, il nous reste FE sur F0. Je remplace FE par 4 F0. F0 يروح مع F0 يبقى لي 4. Donc le nombre d'échantillons égale à 4. Voilà, j'ai que 4 échantillons sur une période. Voilà, ici, vous voyez, je peux lier entre les échantillons. Oui, ça, donc je peux, mais d'une forme un peu, elle est comment? Un peu déformée.
mais je peux quand même lier entre ces échantillons pour que je puisse restituer mon signal. Pourquoi ici le nombre d'échantillons, elle est comment? Elle est supérieure à la fréquence fondamentale. Maintenant, j'ai pris FE égale à 2 fois la fréquence max. Vous voyez ici comment il est, la forme du signal, elle est comment? A disparu. Vous voyez, il n'y a que des points sur l'axe. D'accord? Donc ici, il y a toujours des conditions qu'on va prendre, d'accord, en considération pour que le signal échantillonné peut être reconstruit ici parfaitement, d'accord, pour qu'on puisse avoir la forme initiale de notre signal. Donc, nous regardons toujours la valeur de la fréquence d'échantillonnage ou bien du pas d'échantillonnage. D'accord? Voilà ici. Ici, c'est un échantillonnage qui est fait dans le domaine temporel. Maintenant, vous voyez ici, plus la fréquence d'échantillonnage très supérieure à la fréquence fondamentale du signal, donc il y a tendance à reconstruire ou bien il y a tendance à reconstruire parfaitement notre signal analogique à travers ces échantillons. Mais de plus, elle s'approche de la fréquence fondamentale du signal, donc la forme du signal disparaît complètement. D'accord? Donc, on tire tout de suite la condition ici sur cette opération d'échantillonnage. D'accord? Sur le pas d'échantillonnage, comment peut-on prendre ce pas d'échantillonnage pour que la reconstruction de notre signal dans le domaine ici analogique continu soit parfait. D'accord? Alors, échantillonnage dans le domaine fréquentiel. Maintenant, passons au domaine fréquentiel. On va voir. Ici, qu'est-ce qu'on fait dans le domaine fréquentiel? On va prendre le spectre de notre signal, la TF, le module de la transformée de Fourier du signal. Donc, c'est ce qu'on appelle le spectre. D'accord? Le spectre de signal, c'est le module de sa transformée de Fourier. D'accord? Ici, j'ai pris un spectre quelconque. D'accord? Ici, j'ai pas identifié le type de signal, comment il est. D'accord? J'ai pris un spectre quelconque. C'est comme si j'ai pris un signal continu, d'accord, dans le domaine temporel de la forme quelconque. D'accord? C'est le cas même pour le domaine fréquentiel. J'ai pris un spectre de la forme quelconque. Ici, j'ai pris la forme triangulaire. D'accord? Mais j'ai pas identifié mon signal. D'accord? J'ai pris un recte ou bien un spectre rectangulaire, triangulaire d'un signal quelconque. D'accord? Voilà, donc ce spectre, il est délimité par deux fréquences max. D'accord? Moins F max et plus F max. D'accord? Ici, dans le domaine fréquentiel. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de travailler dans le domaine temporel, dans le domaine temporel, je ne peux pas échantillonner le signal à sa totalité. D'accord? Je ne peux pas l'échantillonner à sa totalité. On prend quelques échantillons. D'accord? Mais dans le domaine fréquentiel, je réduis, ici la forme de mon signal. Sous forme de quoi? Sous forme d'une bande fréquentielle. J'essaie de mettre tout mon signal dans une bande fréquentielle. Donc ici, tout le signal, toutes les informations sur mon signal restent dans cette bande fréquentielle. D'accord? Elle est contenue dans cette bande fréquentielle. D'accord? Elle est localisée entre moins F max et plus F max. Voilà, mon signal, elle est à sa totalité, donc dans cette bande fréquentielle. D'accord? Il n'y a aucune perte. Mais dans le cas continu, dans le domaine temporel, si le signal est tout à fait continu, d'accord, qu'il tend vers l'infini, je ne peux pas l'échantillonner à sa totalité. Donc, ça risque toujours de perdre quelques informations sur mon signal. Maintenant, dans le domaine fréquentiel, c'est le contraire. J'essaie de prendre toutes les informations sur mon signal dans une bande fréquentielle. Tant mieux, voilà. Maintenant, j'effectue l'échantillonnage de ce spectre. D'accord? Voilà ici, j'ai mon signal dans le domaine ici, temporel continu, d'accord? Échantillonné. Voilà. Je lui ai donné la forme mathématique sous forme d'une somme, d'accord? On l'a vu tout à l'heure, égale x NTE fois le pni de Dirac T moins NTE.
Maintenant, j'effectue la TF, la transformée de Fourier de ce signal échantillonné dans le domaine temporel. D'accord? À partir de la forme continue dans le domaine temporel, j'ai fait la TF. D'accord? La TF de XE de T nous a donné XE, X indice E, d'accord? De F. D'accord? Elle a donné quoi? Ici, tout à l'heure, j'ai le produit normal, ordinaire. D'accord? Maintenant, la TF d'un produit ordinaire, ça donne quoi? Ça donne le produit de convolution. Donc, égal 1 sur TE. D'accord? C'est quoi 1 sur TE? Ici, pour vous, on a vu la dernière fois, un penny de Dirac, il est comment? Elle est périodique par rapport à un pâti E. Elle est périodique. Donc, comment je peux effectuer sa TF? On a vu ça au cours. Ah, il y a un volontaire. On a vu ça au cours. Vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Donc, il est périodique. Donc, sa TF, nous utilisons quoi? Nous utilisons sa forme décomposée en série de Fourier. Donc, nous calculons quoi? Le CN, le coefficient de Fourier complexe. On a fait ça au cours. Hein? Essayez de revoir le cours de la TF, des signaux périodiques. Donc, j'ai trouvé le CN d'une fonction périodique, d'accord, égale 1 sur TE, d'accord. Plutôt, le CN d'un penny de Dirac, je l'ai trouvé égal 1 sur TE, d'accord. Le CN égale 1 sur TE. Alors, vers la fin, j'ai trouvé la TF d'un penny de Dirac égale 1 sur TE multiplié fois la TF de X NTE, plutôt de X de T. D'accord? Donc, voilà la forme générale. D'accord? De la TF d'un signal échantillonné dans le domaine fréquentiel. D'accord? Égale 1 sur TE, somme de XF moins NTE. D'accord? Ici, N égale à 0. J'aurai quoi? XF. D'accord? C'est le premier. C'est celui-là qui est localisé à 0 ou bien centré à 0. Le deuxième, pour N égale à 1, c'est XF moins FE. Donc, je dois tracer un autre ici. D'accord? Ici, elle est comment? Elle est décalée de FE. Le centre de XF moins FE, c'est FE. D'accord? C'est le décalage. On l'appelle le centre de la fonction ou bien le décalage. D'accord? Pour n égale à 2, le centre devient 2FE. Je trace le triangle centré à 2FE. D'accord? Maintenant, tout dépend de FE par rapport à F max du signal. Nous regardons, il y a des conditions à prendre en considération sur FE. Donc, il y a deux conditions. Nous mettons FE supérieur à 2 fois la fréquence max du signal. D'accord? Donc, lorsque je trace le deuxième, d'accord? Le premier, je vous ai dit, lorsque n égale à 0, j'aurai XF. C'est celui-là. Donc, il est localisé entre moins F max et F max. Maintenant, lorsque n égale à 1, j'aurai quoi? XF moins FE. Le signal doit être localisé ou bien centré à FE, entre deux fréquences max. D'accord? Voilà, je l'ai tracé juste ici. Voilà. Pour FE supérieur à 2 fois la fréquence max, voilà le premier. D'accord? Le premier d'origine. Maintenant, j'ai tracé les deux autres. À FE, lorsque n égale à 1, et FE est supérieur à 2 fois la fréquence max. J'ai bien dit. À 2 fois la fréquence max. Vous voyez, elle est éloignée du premier. D'accord? Le bleu est éloigné du rouge. Vous voyez, on les appelle les spectres de signal de base. Ici, le rouge, c'est le spectre de base. D'accord? Du signal de base. D'accord? Le bleu, c'est la répétition du spectre de base. D'accord? C'est pour cela qu'on les a mis en bleu. C'est
ici, la répétition, ou bien, voilà, c'est la répétition du signal du base. D'accord. Voilà, donc ici, f à n égale à 1, voilà, donc j'ai xf moins fe. X de f moins fe. Donc voilà, elle est centrée à fe, d'accord. Ici, les bornes de ce signal, elles sont comment? Le rouge, c'est moins f max, f max. Celui-là. Pour vous, ces valeurs. Elles valent combien? De 0 à cette valeur. C'est combien? De 0 à cette valeur. Ça donne combien? Donc, j'ai de 0 à FE, j'ai de 0 à cette valeur. Elle vaut combien cette valeur? Nous connaissons bien la valeur entre cette valeur et celle-ci, d'accord? Donc, ça donne F max. Maintenant, c'est F max. D'accord? Maintenant, c'est F max. Alors, maintenant, cette valeur à 0, de 0 à cette borne. FE, maintenant. Non, de 0 au centre, c'est FE. D'accord? De 0 à ce centre du bleu, c'est FE. Nous connaissons que la distance entre cette borne et FE, ça donne F max. Alors, que vaut la valeur de cette borne? FE moins F max, c'est ça. FE moins F max. D'accord? C'est Moins FE F moins. max, non? Oui. FE moins F max. La deuxième, c'est FE plus F max. D'accord? Donc ici, les bornes de ce signal, ici répété, d'accord? La première borne, c'est FE moins F max. Là, c'est FE plus F max. D'accord? Donc voilà comment on peut déduire les valeurs limites ou bien les bornes de chacun des spectres. D'accord? Vous calculez les distances. D'accord? Nous connaissons de 0 à ce centre, c'est FE. Nous connaissons bien ici la largeur de ce signal. Elle vaut 2 F max. D'accord? 2 F max. Alors ici, il y a une symétrie, c'est FE. Alors je dois voir ici, cette valeur vaut cette valeur. Donc ici, maintenant c'est F max, maintenant c'est F max. Alors je peux tout de suite définir la valeur de chacune des bords. D'accord? Donc la première, c'est FE moins F max. La deuxième, c'est FE plus F max. D'accord? Alors ici, si je mets un filtrage de reconstruction, vous voyez, c'est la fréquence de coupure de ce filtre. On utilise toujours un filtrage passe-bas. D'accord? Un filtrage passe-bas. D'accord? On le place de 0 à la fréquence de coupure. Il faut que la fréquence de coupure soit égale à la fréquence d'échantillonnage FE sur 2. D'accord? La fréquence de coupure, donc ici c'est une loi, égale selon le Shannon, d'accord? Selon Shannon. Mais elle n'a pas encore arrivé à Shannon, d'accord? Il faut que ça soit FE sur 2. D'accord? C'est la fréquence d'échantillonnage sur 2. Si je place ce filtre ici, donc je peux reconstruire directement ça. D'accord? Je peux reconstruire directement le fondamental. D'accord? Il n'y a pas ici, ici des informations inutiles qui rentrent dans ce filtre. D'accord? Il n'y a que le spectre fondamental. D'accord? Voilà. Maintenant, voilà pour FE supérieur à 2 fois la fréquence max. Je tire que le fondamental si je mets un filtrage de reconstruction dont la fréquence de coupure égale à FE sur 2. D'accord? C'est voilà. Maintenant, si FE est inférieur à 2 fois la fréquence max, elle est inférieure. Voilà ici, vous voyez le triangle centré entre moi FE
et plus F, plutôt, moi, F max et F max. Vous voyez, je l'ai tracé en pointillé bleu. Voilà. D'accord? Maintenant, j'essaie de reproduire ce signal par rapport à FE, de telle sorte que FE est inférieur à 2 fois la fréquence max. Comme elle est inférieure à 2 fois la fréquence max, donc elle est inférieure à la fréquence max. D'accord? Alors, je le place. Il est là. D'accord? Donc, FE sur 2, elle est inférieure à F max. Donc, la demi-fréquence d'échantillonnage est inférieure à la fréquence max. D'accord? Alors, GFE, il est là. Maintenant, que vaut la première borne de ce triangle? Donc, c'est FE moins F max. Ici, toujours, on prend le module. Hein? On prend le module. FE moins F max ou bien F max moins FE. On prend le module. Pourquoi? Puisqu'ici, dans ce cas-là, ça risque de trouver le résultat inférieur à 0, négatif. D'accord? Donc, il faut prendre le module de FE moins F max. D'accord? FE, elle est là. FE moins F max. Elle est là. J'ai FE moins F max. Ça va donner une valeur inférieure à F max. N'est-ce pas? Comme FE est inférieur à 2 fois la fréquence max. Donc, ça va donner FE, d'accord, moins F max, d'accord, ça va donner une valeur inférieure à la borne du signal de base. D'accord, il est là. Il est là. Et la deuxième, elle est supérieure à la fréquence max. C'est FE plus F max. Même chose. Si je reproduis de côté négatif, voilà, donc j'aurai les mêmes résultats. Qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a ici chevauchement des deux spectres, d'accord? Il y a croisement. Les deux spectres se croisent, d'accord? Vous voyez, je l'ai mis ici encerclé. Il y a croisement, chevauchement. Il y a le spectre, une partie du spectre de, ici échantillonné qui rentre dans le spectre de base, d'accord? Ici, c'est un inconvénient pour le choix de FE qui est inférieur à 2 fois la fréquence max. C'est un inconvénient. On reçoit ce qu'on appelle un recouvrement ou bien un repliement spectral. D'accord? Donc, voilà le signal reconstruit, ce qui est mis en vert. D'accord? Vous voyez? Donc, il est tout à fait déformé. Ce n'est plus le signal d'origine. D'accord? Ce n'est plus le signal d'origine. Si je, par exemple, je m'amuse de mettre un filtrage de reconstruction dans la fréquence de coupure égale à FE sur 2, ça va être ici au point de croisement. Vous voyez? J'ai mon signal reconstruit, il est là. Donc, il est tout à fait égal d'origine. D'accord? Donc, voilà. D'où, donc, il y a ce qu'on appelle le théorème de Shannon qui est énoncé, d'accord? Elle nous renseigne sur les limites ou bien le choix de la fréquence d'échantillonnage pour que l'échantillonnage soit parfait. Donc, théorème de Shannon. Donc, ici, si on échantillonne un signal à temps continu x de t, le signal échantillonné x étoile de t ou bien x indice E de t obtenu à la fréquence d'échantillonnage FE permet la reconstruction exacte de x de t. Si la fréquence maximum contenue dans le spectre x de t, f max, est inférieure à la demi-fréquence d'échantillonnage, ou bien si la fréquence d'échantillonnage est supérieure à 2 fois la fréquence max du signal continu x de t. Voilà donc ici la condition pour que le signal soit parfait. Il faut que la fréquence d'échantillonnage soit supérieure à 2 fois la fréquence max pour qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle de repliement ou bien de recouvrement spectral. D'accord? Il faut que la fréquence d'échantillonnage soit supérieure à 2 fois la fréquence maximum du signal analogique. Donc, voilà, filtrage d'antérepliement, d'accord? Nous utilisons tout au début, d'accord, de la chaîne de conversion, on doit placer
un filtre d'antérepliement passe-pas. D'accord? Avant la conversion analogique numérique. D'accord? Ne plaçons un filtrage ou bien un pré-filtrage d'antérepliement de type passe-bas de fréquence de coupure FC avec la fréquence de coupure soit égale FE sur 2. D'accord? Ensuite, il y a l'opération d'échantillonnage et quantification ou bien l'opération de numérisation. D'accord? Donc, la chaîne de conversion doit être précédée par un préfiltrage d'antérepliement passe-bas. Maintenant, pour la reconstruction, voilà. Donc, toujours, j'ai mon signal, d'accord? Donc, ici pour la chaîne totale de conversion. Donc, voilà un signal analogique, un préfiltrage d'antérepliement, d'accord? Voilà ici, nous parlons d'un signal dans le domaine fréquentiel, d'accord? On doit, donc ici, on a x de t, elle reçoit la t égale à f sur 2. Ensuite, il y a l'opération de conversion analogique numérique, d'accord? On reçoit le signal numérique, elle reçoit le traitement dans ici avec un système de traitement, d'accord, microprocesseur ou bien calculateur. Nous recevons le signal traité. Voilà, elle reçoit encore l'opération ici de conversion numérique analogique. On reçoit notre signal. Ici, je mets ici Q, le signal ici reconstruit, d'accord, mais il est mis sous forme de marche d'escalier, d'accord. Ici, il faut qu'on lisse notre signal, il faut qu'il soit lisse. Donc, nous utilisons un filtrage de reconstruction, toujours passe-pas, de fréquence de coupure égale à FE sur 2, égale à demi-fréquence d'échantillonnage. Voilà, donc on reçoit le signal Y de T tout à fait analogique. D'accord, voilà la chaîne de conversion. Maintenant, un exercice. D'accord. Donc, dans le domaine temporel, d'accord. En considérant de voilà, on l'échantillonne du signal tout d'abord à FE égale à 4F0, d'accord. Donc voilà, j'ai mon signal cos depuis F0T, c'est le signal. Pardon, on remet notre signal échantillonné. Voilà, d'accord. On échantillonne ici, on remet la cos, d'accord. On met le signal cos depuis F0T sous forme depuis F0 en TE. D'accord. Cos depuis F0 NTE avec TE et 1 sur FE. Donc, j'ai mon signal échantillonné dans le temps. C'est NTE égale cos depuis N F0 sur 4F0. D'accord. Voilà. Depuis N. Voilà, donc depuis voilà, depuis N, F0, d'accord. Le TE, je l'ai remise
1 sur FE, d'accord? Le FE égale 4F0, donc c'est 1 sur 4F0. Voilà. Donc F0 يروح مع F0 واش يبقى le 2 et 4 يبقى لي 1 demi c'est pi n sur 2 يولي لي cos pi n sur 2 avec n entier. Voilà, je trace conformément à n, d'accord? Échantillonnage dans le domaine temporel, NTE. Pour n égale à 1, 2, 3, 4, 5, TE, d'accord? Alors, je calcule la valeur de ces NTE, d'accord? Pour n égale, pour 1 NTE, pour n égale à 1, je remplace ici cos pi sur 2, d'accord? N égale à 1. TE. Le TE, خلاص راحت. Ça va donner combien? Pour n égale à 1. C'est cos pi sur 2. Ça va donner 0. D'accord? Pour n égale à 2, c'est cos de pi sur 2. C'est cos pi. Ça va donner moins 1. Cos pour n égale 3. C'est cos 3 pi sur 2. Ça va donner 0. Cos 4 TE. N égale à 4. Cos 2 pi. Ça va donner 1. Cos 5 TE, ça va donner cos 5 pi sur 2, ça va donner 0. Voilà maintenant comment on calcule. Pour n égale à 1, ça va donner NTE égale ici n égale à 1 à TE. Alors, nous déterminons la valeur de TE. D'accord? Pour une période, la période de notre signal, j'ai 4 depuis F0. Depuis F0, ici, ici pour, alors ici, je détermine la valeur de F0 tout d'abord. D'accord? Je détermine la valeur de F0. J'ai FE égale 4F0. Nous, on ne nous a pas donné. Alors ici, attendez, je donne par exemple ici que voilà la valeur de la période. On n'a pas identifié la valeur de la période, on essaie de la mettre. Alors, je donne la valeur de la période égale 0,01 seconde. Voilà. Ici, j'ai mis la valeur de la période, je l'ai donnée, égale 0,01. D'accord? Égale 1 sur 100. Que vaut la fréquence? Égale à 100 Hz. Alors, je détermine tout de suite FE. Elle vaut combien? FE égale à 4 F0. Ça va donner combien? 400. Maintenant, je détermine TE puisque je trace mon signal dans le domaine temporel. Je calcule le TE. Le TE égale 1 sur 4 F0. D'accord? 1 sur 4 F0, ça va donner 1 sur 400. Ça va donner 0,025. Voilà, je l'ai calculé. Elle est là. Ah, pardon. Voilà, je l'ai calculé, je l'ai tracé. Voilà, j'ai mon signal cosinusoïdal. D'accord? J'ai tracé ça à TE. On a dit à n égale à 1, on a trouvé la valeur 0. Donc, l'échantillon se trouve ici. À t égale 2, elle est à moins 1. À t égale 3, elle est à 0. Elle se trouve ici. À t égale 4, elle se trouve à 1. À t égale 5, elle se trouve plutôt à t égale 5. Elle est là. À t égale 5, c'est 0. D'accord? Donc, la période ici, TE égale à 0,0025. Voilà. De 0, vous regardez ici la figure, de 0 à TE. Elle est là, la valeur. Vous faites ici, voilà, le TE, son correspondant ici sur le temps, l'échelle temps. Donc, vous allez trouver, elle est entre 0,02 et 0,04. Elle est là, mais elle est proche de 0,02. Donc, voilà, après le calcul, il est là. C'est 0,025. La période ici, on a fait ça sur une période, c'est 0,01. Vous voyez, du sommet au sommet. Vous voyez l'équivalent, c'est 0,01. C'est la période. D'accord?
Le TE, c'est 1 sur 4. Je l'ai divisé par 4. 1, 2, 3, 4. Je l'ai divisé par 4. Donc, c'est 0,025. La valeur de TE, c'est 0,025. Donc, ici, 4FE, plutôt 4F0. Donc, le FE est suffisamment supérieur à F0. Donc, le signal peut être reconstruit parfaitement. D'accord, en utilisant NE, TE égale à NPT. D'accord. Donc, voilà ici, NE, je l'ai calculé. Je l'ai trouvé égal à 4 échantillons. D'accord. Donc voilà, NE, je l'ai trouvé égal à 4 échantillons sur une période. Le spectre de signal échantillonné, donc on a dit, c'est la TF de ça, en le mettant donc ça en module. Il est là. Voilà. Donc voilà le signal sinusoïdal, cosinusoïdal. Donc voilà, c'est la TF, il est là. Donc, c'est 1 demi delta de F moins F0 plus delta de F moins plus F0. Donc, le spectre doit être localisé entre moins F0 et plus F0. D'accord. Ici, c'est la TF. Le spectre, c'est des raies. D'accord. C'est des impulsions. Mais on met ici deux traits. Donc, on les appelle des raies spectrales. RAIE, des raies spectrales. D'accord. On l'appelle spectre échantillonné par rapport à FE. D'accord. Donc, voilà mon signal de base par rapport à 0. Il est donné en rouge. Le signal ou bien le spectre échantillonné. D'accord. Ici, c'est le bleu. Donc, le centre, c'est FE. Les raies se localisent entre FE moins F0 et FE plus F0. Voilà ici dans le domaine fréquentiel. Si je mets un filtrage passe-bas, d'accord, de reconstruction, donc dans la fréquence de coupure égale à FE sur 2, voilà la fréquence E, FE, elle est là. Donc FE sur 2, elle se localise ici, d'accord. Donc je mets un filtrage uniquement pour le spectre de base, d'accord. Donc voilà pour celui-là. Donc je tire uniquement la bande de base et la bande d'échantillonnée, elle est rejetée à l'extérieur de ce filtre. Donc tant mieux, cette fréquence est bien choisie, d'accord, cette fréquence d'échantillonnage est bien choisie, elle est supérieure à 2 fois la fréquence max qui est 4F0. Vous faites de même pour 2F0. Donc voilà, d'accord. J'ai pris tout le temps le T, la période de signal égale 1 sur 100, 0,01 seconde. D'accord, c'est un choix pour que je puisse tracer mon signal avec MATLAB. D'accord. Donc voilà, je l'ai tracé. J'ai la fréquence fondamentale égale à 100. D'accord. FE égale à 2, F0, alors égale à 200, d'où RTE égale 0,05. D'accord. Donc voilà, donc j'ai 1, 2 sur une période, j'ai que deux échantillons sur une période, d'accord. Ici, c'est un cas critique, d'accord. C'est un cas critique, on est à la limite d'échantillonnage, d'accord. Ça risque de perdre ici la forme du signal. Voilà, c'est un cas critique, voilà ici. Le spectre échantillonné, il est juxtaposé avec le spectre de base. On est à la limite, d'accord. Ici, si je mets FE sur 2, E sur 2, on a donc même chose. Le tracé s'est fait par rapport. Maintenant, pour 3 demi, dans ce cas-là, elle est inférieure à 2 fois la fréquence max. Si vous regardez bien, j'ai pris la fréquence d'échantillonnage est égale 3 demi F0. Donc ici, cette fréquence, elle est inférieure à 2 fois la fréquence max du signal. Donc je ne peux pas tracer, ou bien je ne peux pas reconstruire mon signal. Donc pourquoi? Puisqu'ici, la fréquence d'échantillonnage est inférieure à 2 fois la fréquence max. Donc le théorème d'échantillonnage n'est pas respecté. D'accord. Donc, il y a perte d'informations sur ce signal. Pourquoi? Puisqu'ici, tout simplement, la fréquence d'échantillonnage est inférieure à 2 fois la fréquence max du signal. Voilà le tracé. Je n'ai qu'un seul échantillon sur une période. D'accord. Sur tout ça, je n'ai qu'un seul échantillon. D'accord. Donc, je ne peux pas le reconstruire. Voilà ici, dans le domaine fréquentiel, voilà, j'ai le spectre de base qui est tracé avec le noir. Le spectre échantillonné tracé avec le rouge. Vous voyez, le rouge, il entre dans le noir. Vous voyez,
il y a chevauchement des deux spectres. D'accord? Donc, il y a ce qu'on appelle phénomène de repliement spectral. Si je mets un filtrage de reconstruction dont la fréquence de coupure égale à FE sur 2, on va tirer quoi? L'arrêt de la bande échantillonnée. On va tirer l'arrêt du rouge. D'accord? D'accord. On va la rejeter à l'extérieur. Donc ici, le signal est tout à fait reconstruire notre signal d'origine, que la fréquence d'échantillon. Maintenant, voilà pour le phénomène d'échantillonnage. Maintenant, passons. Pardon. Donc ici, passons aux signaux discrets. D'accord? Autant, d'accord? Autant. Donc, on va traiter les signaux tout à fait discrets ou bien numériques. Voilà. Donc, c'est tout ce que vous avez fait en troisième année. Donc, voilà, un signal discret, c'est un signal tout à fait numérique, échantillonné, d'accord? Et quantifié. Voilà, il se donne sous forme des valeurs numériques. Voilà. Donc, sa notation, c'est XNTE. D'accord? Voilà donc ici pour un signal quelconque. D'accord? On voit dans cette forme. Donc, ce n'est qu'un prélèvement des valeurs, d'accord, discrètes, d'accord? C'est x NTE pour n égale à 0, pour n égale à 1, pour n égale à 3, et ainsi de suite. D'accord? Ces valeurs sont espacées d'un pas toujours TE égale à 1. D'accord? Alors, ici, dans le cas numérique, d'accord, on normalise TE. On met le TE égal à 1. D'accord? Ici, la distance entre une valeur numérique et l'autre égale à 1. D'accord? La distance entre une valeur et l'autre, c'est 1. Le TE est normalisé égal à 1. Je vous donne ici quelques signaux discrets. D'accord? Donc, voilà ici impulsion de Dirac discrète. Donc, ici, c'est une valeur au point 0, c'est delta de n. D'accord? Delta de n. Mais au-delà de n égale à 0, toutes les valeurs sont nulles. Voilà. Donc ici, delta n égale à 1 pour n égale à 0. C'est comme le cas continu. Égal à 0 pour n différent de 0. Un échelon unité, d'accord? Ici, l'échelon unité un, d'accord? Ici, j'ai bien dit, le TE est normalisé égal à 1. D'accord? Delta n, donc je prends un échelon allant de 0 à l'infini. D'accord? Et si je trace une infinité d'impulsions de Dirac. D'accord? Une infinité d'impulsions de Dirac. De 0 à grand N. D'accord? Donc, alors, je peux donner, ça se forme mathématique, UN égale la somme ici, des impulsions de Dirac. Delta K, avec allant de 0 à n. D'accord? Donc, pour K égale à 0 égale à 1, 2, 3 jusqu'à n. Donc, ça va donner quoi? Une succession d'impulsions de Dirac. D'accord? Pour n, ici égale à 1, d'accord? Allant de, pour n allant de 0, d'accord? À l'infini. D'accord? Égale à 1. Pour un échelon discret. Un échelon unité discret. Donc, c'est une somme ici d'impulsions de Dirac. C'est une somme d'impulsions de Dirac espacée d'un pas et d'accord, le TE égale à 1. Ici, la représentation d'un échelon unifétal. Donc ici, j'ai bien dit l'échelon est donné sous forme d'une somme d'impulsions de Dirac. D'accord? Voilà encore expo décroissante. Donc, au lieu de tracer des signaux avec un trait continu,
on le discrétise, on le découpe, d'accord? On le découpe, voilà pour les x décroissantes, comment il est. Voilà, j'ai la première raie à 1, la deuxième raie, la troisième, la quatrième, jusqu'à ce que les raies disparaissent complètement, d'accord? Donc voilà, ces raies sont comment espacées d'un pas égal à 1, d'accord? Maintenant, c'est comme le cas des signaux analogiques, elles présentent l'énergie et puissance. Voilà comment on calcule l'énergie d'un signal discret. C'est comme le cas continu, c'est un calcul intégral, mais pour le cas discret, ce n'est que des valeurs. Donc, on fait un calcul par somme. D'accord? Donc, E de x, c'est la somme. Au lieu de l'intégrale, c'est la somme. D'accord? Donc, ici, n'est pas continu. Donc, je fais le calcul des valeurs. Donc, ici, de xn module. D'accord? Carré. C'est comme au lieu de x de t module, donc je calcule xn carré. La puissance, même chose, elle se calcule sur le nombre de points, d'accord? Le nombre de raies ou bien le nombre de points discrets. La période ici, c'est la largeur, d'accord? Le nombre de points, c'est la largeur du signal. C'est comme le cas de signal analogique, d'accord? On a limite 1 sur n pour n tend vers l'infini, intégré sur une période, d'accord? Mais ici, le cas discret, donc limite, on la laisse 1 sur la largeur, d'accord? Ou bien le nombre de points discrets, ou bien de la largeur du signal, d'accord? La somme n allant de moins 1 sur 2 à plus 1 sur 2 pour avoir n points, ou bien n raies, d'accord? De xn module carré, d'accord? Donc voilà pour, c'est le même cas que le signal analogique, sauf ici, les intégrales, d'accord, la forme intégrale, on essaie de la remettre sous forme somme, d'accord? Voilà encore les systèmes à temps discret. Voilà, donc ici notre but c'est d'aboutir au système à temps discret pour faire le prochain cours sur les filtres numériques, d'accord? Maintenant, on a vu les signaux. Maintenant, passons au système à temps discret. Un système à temps discret est défini comme un opérateur entre deux signaux. Donc, c'est un opérateur entre un signal d'entrée et signal de sortie. D'accord? Alors, système à temps discret. On peut le définir par quoi? Attends, ici, dans le cas continu, on a dit on peut définir par quoi? Par sa fonction de transfert fonctionnelle, h de t, ou bien par son équation différentielle. C'est le même cas. C'est le même cas des signaux et systèmes à temps discret. D'accord? Ici, on a utilisé pour l'outil d'analyse dans le domaine continu, on a utilisé quoi? On a utilisé la transformée de Fourier et la transformée de Laplace. Mais dans le cas discret, nous utilisons la transformée en Z. Voilà l'outil mathématique d'analyse des signaux et systèmes à temps discret, c'est la transformée en Z. D'accord? Donc, le système peut être défini par ce qu'on appelle, voilà, un système discret est défini par un opérateur H, tel que, voilà, je vous ai donné ici, le signal ou bien le système est défini sous forme d'une boîte noire par sa réponse impulsionnelle. D'accord? La réponse impulsionnelle Hn. D'accord? Dans le domaine temporel, on a parlé Ht. Mais dans le domaine temporel discret, c'est Hn. Donc, c'est des valeurs. Il est donné sous forme des valeurs discrètes. Alors, on reçoit à la sortie des valeurs y de n, d'accord? Le système à son entrée, il est attaqué par des valeurs xn, d'accord? On vous donne ici un vecteur, ici, de valeur n, d'accord? 1, 0, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Et à la sortie, on reçoit un autre vecteur de valeur, 0, 1, 2, tout dépend de la valeur de y de n, d'accord? Ici, le Hn, on vous a dit, c'est la réponse impulsionnelle. Alors, comment peut-on calculer le y de n? On vous a dit, dans le domaine discret aussi, on peut utiliser le produit de convolution, d'accord? Y de n, la sortie du système discret, se calcule avec le produit de convolution entre xn, voilà, xn convolué avec la réponse impulsionnelle discrète du système. Voilà le produit de convolution dans le domaine temporel discret. Donc, dans le domaine temporel continu, on a utilisé la forme intégrale, mais dans le domaine temporel discret, nous utilisons la somme, d'accord? Xk multiplié fois h n moins k, d'accord? D'accord? Ici, on a k
et on donne des valeurs à n et on fait varier le k. D'accord? Le k allant de 0 ici à l'infini. D'accord? Le n ici, nous cherchons le y de n. Donc, c'est un vecteur. Donc, je donne la valeur 0, 1, 2, 3, 4, 5, par exemple. D'accord? On donne 5 valeurs de cette sortie. D'accord? Nous calculons 5 valeurs de cette sortie. Alors, ici, j'ai xk h0 moins k. Maintenant, je développe le k. K allant de 0, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Jusqu'à ce que ça me donne 0. D'accord? Donc, on verra d'un exemple au FTD. D'accord? Maintenant, réponse impulsionnelle. J'ai mon système. La réponse impulsionnelle, c'est par rapport à une entrée impulsion de Dirac. On a parlé de ça déjà sur les systèmes à temps continu. Un système à temps discret peut être caractérisé par sa réponse impulsionnelle Hn. Elle est là. J'ai bien dit. On peut ici le définir par sa réponse impulsionnelle Hn. On peut équation là. Donc ici, j'attaque mon système par une impulsion de quoi entre le signal d'entrée et la réponse impulsionnelle du signal. On a dit le produit de convolution entre Hn convolué avec une impulsion de Dirac, ça va donner la réponse impulsionnelle du système Hn. C'est pour cela qu'on a le y de n égale directement Hn. D'accord? Hn convolué avec impulsion de Dirac, ça donne directement Hn. D'accord? Y de n égale directement Hn, d'où le nom réponse impulsionnelle. C'est par rapport à une impulsion de Dirac. D'accord? Donc voilà. Ici, si Hn égale à 0 pour n inférieur à 0, le système est décausal. D'accord? Ici, pour des valeurs négatives, mon système ne répond pas. D'accord? Il faut qu'on prenne ici des valeurs de 0 à des valeurs positives à l'infini. D'accord? Ici, c'est des systèmes linéaires invariants dans le temps causal. D'accord? Causal veut dire le temps négatif n'existe pas. Nous travaillons avec les valeurs positives. Maintenant, l'outil d'analyse pour les systèmes et signaux à temps discret ou bien numérique, nous utilisons la transformée en Z. Voilà, c'est tout ce que vous avez fait en troisième année. Donc ici, ce n'est que des rappels. Donc, soit un signal numérique XN causal, d'accord? Donc ici, la transformée en Z est définie comme suit. Donc, la TZ de XN d'une séquence numérique, d'accord? Ici, c'est une séquence numérique. XZ, c'est l'image, d'accord? C'est l'image de ce signal dans le domaine ici discret, d'accord? Alors, XZ, c'est l'image de XN dans le domaine discret, d'accord? Égale la somme. Au lieu de l'intégrale, nous travaillons avec la somme. Égale la somme n allant de 0 à plus l'infini xn, la séquence numérique multipliée par l'opérateur z à la puissance moins n. D'accord? Le z est un complexe. D'accord? C'est comme la place. Donc, on peut tirer la tz à partir de la transformée de la place d'une séquence discrète. D'accord? Alors, lien entre transformée de la place et la tz. Donc, pour un signal échantillonné xn-te égale à xn, on a bien dit que te, on l'a normalisé à 1. La transformée de la place est donnée comme suit. Le signal échantillonné, d'accord, dans le domaine de la place est donné comme suit. Donc, égal, au lieu de travailler avec l'intégrale, nous travaillons comme ici, c'est une séquence numérique discrète, donc nous travaillons avec la somme. Égale la somme, d'accord, la séquence numérique xn, multiplié par l'opérateur de la place, expo moins pt, moins p, t, variable t. Mais le t, on l'a discrétisé, c'est un te. Alors, j'ai remplacé le t par un te. D'accord? Elle est devenue expo moins n pte. D'accord? Voilà, ici, j'ai fait sortir le moins n. J'ai laissé expo pte. J'ai noté ça, expo pte égale à z. Expo pte, c'est z. Donc, à partir de là, transformer de la place, d'accord, d'une séquence discrète, d'accord,
j'ai pu tirer la TZ, d'accord? En prenant expo PTE égale Z, d'accord? Voilà, j'ai remplacé expo PTE par Z, pardon, ici j'ai mis N, c'est Z, pardon. C'est juste, c'est juste. Donc c'est Z. Donc c'est XN, la séquence numérique XN. EZ, c'est expo PTE, je l'ai remis Z à la puissance moins N. Voilà, c'est à partir de la TL de la séquence numérique XEN. D'accord? Donc voilà, pour vous, vous utilisez directement ça. La TZ de la séquence numérique, ça donne XZ, ça donne la somme. N allant de 0 à l'infini, ici, XN, Z à la puissance moins N. Et vous calculez la TZ. C'est comme la place Fourier. D'accord? Voilà. Il y a les mêmes caractéristiques que l'autre, que la place, que Fourier, d'accord, la linéarité. Il y a le théorème de la valeur finale et initiale, c'est comme la place, d'accord. Nous travaillons avec la valeur finale et la valeur initiale de début, d'accord. C'est comme la place, d'accord, ici. Au lieu de travailler avec P, on a mis Z-1, XZ, d'accord, c'est limite. La valeur initiale, c'est limite de la séquence xn pour n égale à 0, égale la limite de xz pour z envers l'infini. D'accord? Voilà pour la tz. Un produit de convolution, on a parlé dessus tout à l'heure. Voilà. Voilà, modèle pour représenter un système discret, linéaire. Donc, on a dit à partir d'équations différence, sa fonction de transfert en z, sa réponse impulsionnelle, ou bien à partir de produits de convolution, ou bien son diagramme pôle est zéro. D'accord? Donc, le temps rachouilla. Donc, on termine, on s'arrête ici. On va continuer prochainement. D'accord? Donc, voilà pour ça. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ce point-là? Est-ce qu'il y a des questions? C'est tout ce que vous avez fait en troisième année, d'accord? Ce n'est que des rappels que j'ai faits, non? Donc, ne quittez pas. Attendez, je mets le rap. Voilà pour la liste. Il n'y a que il y a que, il y a 9 éléments. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc on termine. D'accord? On termine. Et on se voit demain, Inch'Allah, au TD. D'accord?